Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette rencontre qui, me semble-t-il, inaugure le festival America. Et c'est un plaisir d'accueillir sur ce plateau d'abord Dalia de la Cerda avec son premier livre intitulé Chienne de garde, publié aux éditions du Sous-sol, ainsi que Claire Berest, dont le dernier livre s'intitule L'épaisseur d'un cheveu et publié aux éditions Albin Michel. Le titre de cette rencontre, Être une femme, un état d'urgence, point d'interrogation. Il me semble que pendant cette conversation, nous aurons l'occasion de voir que, oui, je crois pouvoir affirmer dès le début de cette rencontre que être une femme est un état d'urgence, mais nous développerons et nous essaierons de comprendre pourquoi cette urgence. Nous allons évidemment développer ce sujet de façon plus large, au-delà même de vos livres, mais avant, j'aimerais quand même qu'on se plonge un peu dans votre livre, Dalia de la Cerda, Chienne de garde, un livre constitué de 13 récits écrits à la première personne, 13 femmes, 13 jeunes femmes, chacune avec un destin à la fois pétri de violence, de doute, d'espoir, des récits qui parfois se répondent, mais des récits surtout qui nous alertent sur la condition féminine, d'abord au sens universel, mais peut-être aussi plus spécifiquement dans votre pays, au Mexique, où j'ai cru comprendre en vous lisant que la situation était particulièrement alarmante. Dalia de la Cerda, en plus d'être auteure, vous co-dirigez une association, alors pardonnez-moi si j'écorche le nom, mais c'est Moras Help Moras, une association féministe. Et avant de parler du livre, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu en quoi consiste cette association et de quelle initiative elle est née. Bueno, hablaré un poco de Morras Gel Morras, colectiva feminista, donde nosotras lo que hacemos es dar acompañamiento, información y monitoreo. Morras, c'est une association féministe, un collectif qui, ce que nous on fait, c'est qu'on donne des conseils et on aide les femmes. Para mujeres y personas con capacidad de gestar que quieren abortar en lugares donde el aborto todavía es ilegal en México o donde sí es legal, pero no confían en los sistemas de salud o lo tienen que hacer a espaldas de su familia y prefieren hacerlo por fuera del sistema de salud y acuden con nosotras. Donc le but, c'est d'aider toutes ces personnes qui voudraient avorter, sachant qu'en Mexique c'est illégal, ou dans des endroits où elles pourraient le faire, mais que ces personnes ne se sentiraient pas en sécurité. Y bueno, lo hacemos por medio de WhatsApp, porque pues somos millennials y pues eso, ¿no? Recibimos WhatsApp, nos piden información, podemos mandarles el medicamento, no tenemos ningún filtro, persona que nos pide la información se la damos, persona que nos pide el medicamento se lo damos, no tenemos filtros por edad, confiamos en que las mujeres, incluyendo las adolescentes, pueden tomar sus propias decisiones. Nous n'avons pas de filtre, on a un groupe WhatsApp parce que nous sommes des millénials et on leur donne des conseils, on peut donner les médicaments, on fait confiance à ces personnes. Et on leur fait confiance pour qu'ils prennent leurs propres décisions. Y bueno, también manejamos el área de fundamentalismos, donde hacemos contenido para redes sociales, hablando de fundamentalismo, sobre todo los que hay al interior de los movimientos sociales. Et nous créons aussi du contenu sur le fondamentalisme sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne les mouvements sociaux, justement. Alors, Chienne de garde, je le disais, c'est 13 récits au féminin, à la première personne. Comment est née l'idée de ce livre, dans lequel on va retrouver à la fois une jeune fille héritière d'un narcotrafiquant, on va retrouver une lycéenne, fille de député, on va retrouver des femmes venant de classes sociales défavorisées, on va trouver toutes sortes de personnalités, je le disais, qui de temps en temps se répondent ou dont les destins sont liés,
Comment est née l'idée de ce livre? Quel a été le point de départ, ou peut-être même votre premier personnage? Bueno, yo quería inicialmente solo escribir de las muertes violentas de mujeres en México, Et au début, je voulais seulement écrire sur les morts violentes des femmes au Mexique, porque en mi familia hubo un caso de un feminicidio y me sorprendió bastante que no hubiera productos culturales, en específico literatura, que retrataran las muertes violentas de mujeres. parce que dans ma famille, on a vécu un féminicide et j'étais assez étonnée de découvrir qu'il n'y avait pas de produits culturels qui parlent de ces assassinats de femmes. Todos los fenómenos culturales producen arte. La guerra siempre ha sido pues inspiración para la creación artística y pues yo decía, ¿por qué del feminicidio, de los asesinatos de mujeres no hay literatura? Moi, je m'interrogeais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des produits culturels qui parlent des féminicides, mais bien au contraire, il y a beaucoup de produits qui parlent de la guerre au Mexique, oui. Y me propuse escribir de eso, pero como pues yo tenía como 3 trabajos, no tenía tiempo para escribir. Intenté hacerlo por medio de becas artísticas. En México hay pues varios programas de apoyo al desarrollo artístico, pero me decían que no porque eso no era literatura, que era sociología. Moi, j'ai essayé d'écrire, mais à ce moment-là, je cumulais trois emplois. Il y a des institutions qui peuvent aider les jeunes auteurs au Mexique, mais à ce moment-là, on refusait mon œuvre parce qu'on disait que ce n'était pas de la littérature. Intenté como 2012, 2013, 2014 y fue en 2015 que la jurado de una de las becas había leído Chicas muertas de Selva Almada y como que dijo, pues Dalia quiere escribir algo parecido, como que entendió hacia dónde iba mi camino littérario y estético y me dio la beca. J'ai essayé en 2012, 2013, 2014 et c'est qu'en 2015 où il y a une maison d'édition, quelqu'un qui avait lu Selva Almada, une autrice argentine, un roman qui s'appelle Des jeunes filles assassinées, des filles mortes, et ça a parlé à cette personne du jury et on m'a donné ma chance. Y de ahí para el Real, como decimos en México, no dejé de recibir becas literarias 2016, 2018, 2019, para escribir cuento, enfocarme en relato breve, pero pues fui evolucionando con el tiempo y dejó de interesarme solo la violencia que vivimos las mujeres y decidí también enfocarme en la violencia que ejercemos y en cómo sobrevivimos a la violencia. Alors à partir de ce moment-là, je n'ai pas cessé d'avoir de bourses pour travailler, écrire, et j'ai commencé à me désintéresser de cesser de penser que à des féminicides, pardon, et m'intéresser aussi à la violence que nous, on peut exercer également en tant que femmes. Por eso es que en el libro vienen historias de mujeres que viven violencia, en específico que son asesinadas. También hay mujeres que ejercen violencia y mujeres que toman las herramientas que tienen para sobrevivir, porque pues es el resultado de 3 becas literarias con 3 intereses distintos que he tenido a lo largo de mi desarrollo artístico. C'est pour ça que dans le livre, on peut trouver des femmes qui exercent de la violence, des femmes qui en subissent et des femmes qui s'approprient de leurs propres outils, parce que toutes ces bourses m'ont permis de développer d'autres centres d'intérêt. Il y a une chose qui m'a interpellée dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que quand vous avez présenté votre travail, on vous a dit que ça n'était pas de la littérature, et je me suis demandé, est-ce que vous pensez que cette réaction était avant tout liée à votre thématique, comme si évoquer ces moments de violence ou cette figure de la femme qui à la fois est victime mais aussi est génératrice de violence n'était pas considérée comme de la littérature. Est-ce que vous pensez qu'il y avait de ça dans le refus qui vous a été fait au départ? Sí, creo que tiene que ver un poco con que los temas de mujeres o considerados femeninos no se consideran universales o no se consideraban universales dentro de la littérature, aunque le pasan à la mitad de la humanidad. Et moi, je crois que c'est parce que tout ce qu'on considère des sujets féminins, c'est comme si ce n'était pas de la littérature, même si ça arrive à la moitié de la population, ça n'intéresse pas tout le monde.
Por ejemplo, si quieres hablar de maternidad, te van a decir no hables de eso porque no es un tema universal. Si- Par exemple, si tu veux parler de maternité, on va te dire non, n'en parle pas parce que ce n'est pas un thème universel. Y sucede igual con la violencia que recibimos las mujeres. Siempre me decían, escribe de un tema universal como el fracaso, como el amor, pero ¿quién va a querer leer de la violencia que viven las mujeres? On me disait, écris sur un thème universel comme l'échec, l'amour. Qui va vouloir écrire sur la violence exercée envers les femmes? On va y revenir dans un instant, mais justement, je voudrais me tourner vers vous, Claire Berest, avec l'épaisseur d'un cheveu. Là, il s'agit d'un contexte différent, c'est l'histoire d'un couple. C'est l'histoire d'un couple, j'allais dire, normal, c'est-à-dire banal, un couple qui s'aime, qui est ensemble depuis 10 ans. Un couple que tout vouait à s'aimer pour toujours. Sauf que le livre s'ouvre quasiment avec cette certitude pour le lecteur, c'est que donc il s'appelle Étienne, elle s'appelle Vive, que d'ici 72 heures, Vive va mourir sous les 37 coups de couteau de son mari. Et vous partez de ce postulat, et ensuite vous nous emmenez comme une chronique d'une mort annoncée pour décortiquer le pourquoi du comment et comment on en arrive là, alors que rien ne laissait présager une telle tragédie. Même question que pour Dalia, quel est votre point de départ? Et est-ce que vous avez en tête le féminicide quand vous écrivez ce livre, ou au contraire le rapport du couple? Bonjour à tous. Et alors, effectivement, peut-être que le point de départ, il y a plusieurs points de départ comme pour chaque livre. D'une part, je suis très intéressée par tout ce qu'on regroupe sous l'étiquette, on pourrait discuter de faits divers, qui sont en fait des miroirs grossissants, permanents de notre humanité. Et, nous le savons particulièrement en ce moment avec le procès historique de l'affaire Pellico. Donc je suis très intéressée par cela, je les suis depuis mon enfance. Littéralement, petite fille, j'avais des boîtes de chaussures où je rangeais les faits divers, je rangeais les tueurs pour essayer de créer du sens. Par ailleurs, par la force des choses, je m'aperçois avec le temps qui avance et mes livres qui s'égrènent que, je viens de perdre mon bracelet, c'est pas grave, c'est un signe, quelque chose, je ne sais pas. Je m'aperçois que deux motifs reviennent de manière un peu obsessionnelle, de roman en roman, qui serait d'une part la bascule, comme nous pouvons tous l'éprouver à n'importe quel moment de notre vie, dans tout type de sujet. Le propre de la bascule, c'est qu'on ne la connaît pas, on ne la sent pas venir quelques minutes avant. Et souvent, la bascule change toute la vie. Et c'est ce sentiment paroxystique de crainte, d'angoisse et de stupeur qui m'intéresse de creuser en tant que romancière. Et puis, je m'aperçois aussi que je parle très souvent dans mes romans, même si ce n'est pas forcément le sujet central, de l'espace du couple, la géographie du couple, le rapport amoureux, le sentiment amoureux, dans ce qu'il a de plus beau et dans ce qu'il a de plus odieux et de terrible. Et forte de toutes ces obsessions, de ces névroses, il était peut-être inéluctable qu'à un moment donné, je me penche avec, voilà, comme un vertige dans ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui les féminicides, qui est un mot important parce que c'est un mot qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, qui a été créé, mais qui aujourd'hui, quand on le prononce, donne à peu près à tout le monde le sentiment de ce dont on parle, une alerte, une urgence. Et en cela, je pense que c'est un mot important. C'est beaucoup un travail d'ailleurs des médias, journalistique. Mais pour ma part, en tant que romancière, en tant que femme de lettres, on va dire, c'est intéressant de décortiquer les mots. Et de décortiquer ce mot m'amener un certain nombre de questions et de problèmes. Est-ce que tous ces féminicides malheureusement que l'on voit arriver presque tous les jours, tous les 2 jours et demi en France, est-ce que les femmes qui sont tuées le sont parce qu'elles sont des femmes? Et j'ai pas de réponse. Encore une fois, ce qui est intéressant quand on est romancier, c'est qu'on se pose des questions. On n'est pas là pour y répondre, on est là pour se les poser tous ensemble. Est-ce que c'est parce que ce sont des femmes? Alors évidemment, là je parle depuis la France et non pas depuis le Mexique. Je tiens à préciser, j'ai été tout à fait passionnée et arrêtée par le livre de Dalia de la Cerda, et, voilà, qui parle aussi d'un autre pays. Donc je parle depuis la France. Et il est vrai qu'on peut mettre beaucoup de choses dans les féminicides, et beaucoup de ce qu'on y met, ce sont ce qu'on appelle aussi des homicides conjugaux.
Simplement, pour y donner une étiquette précise, c'est-à-dire un crime qui a lieu au sein d'une conjugalité, donc au sein d'un couple, que ce soit un compagnon ou un ex-compagnon. Et j'avais envie de me poser la question, en me mettant dans la tête de l'homme, d'Étienne Le Chevalier, est-ce que cette bascule terrible, dans le cas d'Étienne, 37 coups de couteau, est-ce que, sans aucun antécédent de violence, et peut-être qu'on y reviendra, est-ce que cette bascule, elle a à voir avec le rapport des hommes et des femmes, ou est-ce qu'elle a à voir avec la subjectivité du rapport amoureux, ou les deux, ou autre chose? En tout cas, le débat est ouvert. Oui, le sans antécédent de violence est très important parce qu'il nous empêche aussi d'aller vers la facilité qui reviendrait à dire qu'on aurait pu voir venir, qu'il était violent dès le départ. Ça peut, en tout cas quand on vous lit, on a le sentiment que ça peut arriver à quasiment n'importe qui. Par ailleurs, moi ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est qu'à partir du moment où vous vous intéressez à la question de la conjugalité, il y a un autre élément qui ressort, c'est la question de la possession. Parce que cette bascule, on sent assez vite dans le livre qu'elle est liée aussi à un sentiment d'appartenance et de possession dans le couple. Et quand je tue la personne que j'étais censée aimer le plus au monde, j'anéantis quelque chose qui m'appartient. Est-ce qu'on pourrait dire que le crime conjugal, c'est aussi un crime de propriétaire ? Absolument, c'est d'ailleurs un terme qui revient beaucoup chez les spécialistes, le crime de propriétaire. De fait, pour ce travail, pour ce roman, avant d'écrire même une ligne, je me suis beaucoup documentée sur les homicides conjugaux en France. Je me suis plongée, tant que faire se peut, pour tenter de dessiner une vérité, en tout cas d'être au plus juste. Et sous la plume de beaucoup de gens sachants, de spécialistes, de criminologues, de médecins légistes, de psychologues, le champ lexical de la possession, évidemment, revient systématiquement. Effectivement, certains désignent ces homicides conjugaux sous le terme de crime de propriétaire, avec, si je puis me permettre, une sorte de blague d'humour noir qui revient chez les spécialistes, que qu'est-ce que la différence entre un homme qui tue sa femme et une femme qui tue son compagnon? C'est que dans un cas, la femme tue pour se débarrasser, alors que l'homme tue pour garder. Et il y a vraiment cette... alors c'est un jeu de mots d'une certaine manière, mais pour tenter d'approcher voilà, notre incompréhension face à cela. Si je puis me permettre, pour expliquer quel a été le choix de la chair de mes personnages, évidemment en me plongeant dans tous ces faits réels et tragiques, cela m'a frappé que plus de la moitié de ceux qui sont recensés sont le fait d'hommes qui n'avaient aucun antécédent de violence. Et ça me permet de dire une chose importante tout de suite, c'est que la violence conjugale, qui est un sujet extrêmement important et brûlant, n'était pas le sujet ici, c'est autre chose. Parce que la violence conjugale est un fléau que l'on peut éventuellement, dont on peut tirer des signes, on peut essayer de protéger, on peut essayer d'avertir, on peut essayer de prévenir, de se prémunir, même si ça arrive très souvent qu'on aille jusqu'à l'homicide. Et quid de cette autre moitié où il semblerait, et c'est encore une fois la question, qu'il n'y ait aucun antécédent de violence, donc aucun signe, et qu'encore une fois, c'est monsieur tout le monde. Alors je dis monsieur parce que dans les homicides conjugaux, à 85%, ce sont des femmes qui meurent sous le coup de leur conjoint, donc on est dans cette catégorie-là. Il semblerait que c'est monsieur tout le monde, et encore une fois, c'est une question qui nous agite beaucoup en ce moment. Je reprendrai la formule du criminologue psychiatre Daniel Zaguri, qui m'a beaucoup aidé pour ce livre que j'ai pu rencontrer, où il parle de monsieur tout le monstre. Et il y a cette idée-là que nous sommes tous en germe, potentiellement les tenants d'une bascule dans l'indicible. Et c'est comme ça que j'ai construit ce personnage d'Étienne, un homme somme toute classique, un bon voisin, un ami sympathique, un collègue et un bon mari jusqu'à un certain point.
Je me demandais, Dalia de la Cerda, sur la question, on parlait de crimes de propriété et on parlait de savoir est-ce qu'au sein d'un couple, c'est le rapport amoureux qui génère la violence ou au contraire, est-ce que c'est un féminicide au sens où on tue parce qu'il s'agit d'une femme. Comment est-ce que vous expliquez, vous, cette violence tellement plus fréquente du côté masculin que du côté féminin? Dans les crimes conjugaux, il y a aussi des femmes qui tuent, mais il y en a beaucoup moins. Claire vient de donner un chiffre, hein, c'est 85% ce sont des hommes. Est-ce que c'est parce qu'on peut considérer que la violence est endémique chez les hommes et pas chez les femmes? Comment vous l'expliquez? Bueno, cuando yo escribí Perras de Reserva, que fue hace 10 años, yo sí estaba convencida que todos los asesinatos de mujeres tienen que ver en mayor o menor medida, a lo mejor no con misoginia, porque si le preguntas a un esposo, ¿la mataste porque la odiabas? Te va a decir, no, la maté porque la amaba. Pero sí porque, pues por el machismo, por la crianza un poco jerarquizada, por lo que conocemos como patriarcado. Pero mis posturas han ido cambiando con el tiempo un poco. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à écrire, oui, je pensais que c'était propre au masculin, mais au fur et à mesure du temps, ma position a changé. Et je pensais avant que c'était de la misogynie ou du machisme. Évidemment, ça peut être dû aussi à l'éducation. Mais si on demande à un homme pourquoi tu as tué ta femme, il ne va pas dire je l'ai tuée parce que je la détestais, je l'ai tuée parce que je l'aimais. Esto pasó porque empecé a trabajar con hombres que están pues privados de su libertad porque cometieron algún acto de violencia y me di cuenta que la mayoría de ellos no eran monstruos ni misóginos, así, uy, qué misógino. J'ai réalisé que ceci n'était pas vrai, ce que je croyais il y a quelques années, parce que j'ai commencé à travailler avec des hommes qui sont en prison suite à ces crimes, et j'ai réalisé que c'était plus complexe que ça. La mayoría sí eran machistas, pero no excepcionalmente machistas, ni creo yo que el machismo haya influido en que asesinaran a sus parejas. Pour la plupart, ils étaient machistes, évidemment, mais je ne pense pas que ce soit le machisme qui ait influencé le fait qu'ils assassinent leurs femmes. Simplemente creo que eran hombres, o la mayoría de ellos eran hombres que venían de contextos muy complicados, que no habían aprendido una gestión emocional. Creo que a las mujeres se nos enseña más desde pequeñas a gestionar nuestras emociones y a los hombres no tanto. Je pense que c'est des hommes qui avaient vécu des situations compliquées et qu'on ne leur avait pas appris à gérer leurs émotions. J'ai l'impression que nous, les femmes, on nous apprend à gérer les émotions et ce n'est pas autant le cas des hommes. Por ejemplo, pues había un chico que él trabajaba en una fábrica 24/24, se trabajaba 24 horas, descansaba 24. Y en una ocasión era un chico que había vivido racismo desde muy pequeño, que había sido discriminado de todas las formas posibles. Llegó un día de trabajar 24 horas y su esposa no había hecho de comer, no había hecho la limpieza de la casa, había un desmadre en la casa y él se salió de control y le aventó una como de agua caliente, un balde de agua caliente. Par exemple, il y a le cas d'un garçon qui travaillait dans une usine 24 heures sur 24, donc sans arrêt. Et à la fin d'une journée 24 sur 24, en rentrant chez lui, il est arrivé, la maison était un peu dans le désordre et tout est sorti il était hors de lui et il a balancé un seau d'eau chaude sur sa femme. No tenía antecedentes tampoco de violencia, no había, los vecinos decían que era buen vecino, simplemente ese día tuvo un mal día, llegó a su casa después de trabajar un montón de horas y no había comida y se enojó tanto que no pudo gestionar las emociones. Y yo ahí, ahora ya en este punto, en lugar de ver a un hombre patriarcal o machista o un monstruo que odia a las mujeres, pues veo a un hombre cansado, que ha vivido, que tiene sus propias violencias que no ha sanado y que no ha encontrado las herramientas para resolver esos conflictos que tiene de forma no pacífica.
Donc moi j'ai changé de ma position parce que cet homme, maintenant je le vois comme quelqu'un qui était à bout après une journée de Forma no travail violenta. et qui était à bout, il n'y avait pas à manger, donc que tout est sorti de son de contrôle parce qu'il n'avait pas appris à gérer ses émotions. Que claro, no es lo mismo que un hombre que mata a su novia por celos porque o eres mía o no eres de nadie. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui tue sa femme parce qu'il est jaloux et que soit t'es à moi, soit t'es à personne. Est-ce que vous êtes en train aussi de me dire qu'il y a une part de responsabilité de la construction sociale d'un pays, c'est-à-dire que les conditions de vie des hommes et des femmes, la pression à laquelle ils peuvent être sujets, les attentes qu'on a des hommes en particulier, des gens en général, les conditions parfois aussi difficiles financières ou peut-être le fantasme qu'on a de la réussite sont autant d'éléments qui viennent se superposer et d'une certaine façon activer la cocotte minute de la violence. Sí, justo creo que México es un país complicado para ser mujer. Siempre se habla de lo machistas y malos que son los hombres mexicanos y lo horrible que es para nosotras las mujeres vivir en México, pero los hombres tampoco la tienen fácil. C'est vrai qu'on dit toujours que le Mexique est un pays horrible pour les femmes, que les hommes sont machistes, mais pour les hommes, ce n'est pas facile non plus. Es decir, en lugar de pensar en lo horribles que son los hombres mexicanos, quizás deberíamos indagar un poco en las razones por qué los hombres mexicanos son violentos y es porque se tienen que hacer violentos para sobrevivir. Au lieu de s'interroger sur la violence des hommes, de dire qu'ils sont violents au Mexique, ce serait intéressant de s'interroger sur les conditions de vie et pourquoi ils deviennent violents pour survivre. En este momento, la persona para ser más peligroso en México es ser hombre joven y de contexto social bajo. O sea, es más como un 80% más probable que te maten y que seas víctima de desaparición forzada. Verdaderamente están en constante riesgo. A veces los reclutan a la fuerza o también pues voluntariamente para el crimen organizado, pero es eso, o sea, en México una forma de sobrevivir es hacerte valiente a la fuerza. Donc au Mexique, une forme de survie, c'est vraiment par la force. En étant un jeune homme pauvre, on a 80% de possibilités de mourir, d'être recruté, victime de recrutement forcé. Et donc ce sont des conditions difficiles pour les hommes. Yo veía cuando trabajaba con estos chicos y decía, este güey lo reclutaron en el crimen organizado desde los 14 años. Está aquí acusado de terrorismo, vivió toda su vida pobreza, marginación, sus papás lo trataban horrible, todo el tiempo les dijeron que tenía que ser valiente, que tenía que ser macho. Y yo le voy a pedir todavía que él se preocupe por no ser machista cuando él tiene un montón de problemas que resolver de sí mismo. Quand moi je travaillais avec ces hommes-là, par exemple, je me disais, ce garçon, il est victime il a été recruté par la force, par les groupes armés, les groupes criminels, depuis qu'il a 14 ans. Il a dû subir la violence, le racisme. Moi, je vais lui demander de s'inquiéter pour nous, pour tous les autres. Lo que voy es que hay contextos en donde los hombres pues viven muchas complicaciones que hace mucho más complejo que tengan un proceso de deconstrucción y que mientras no cambiemos las condiciones de vida para todo mundo, pues difícilmente va a caer el patriarcado. O sea, si no caen todos los sistemas de opresión juntos, el patriarcado tampoco va a caer. Je veux dire qu'il y a des hommes qui vivent des conditions de vie tellement difficiles que tant qu'on ne change pas ça, on ne pourra pas changer le patriarcat. On est dans différents systèmes d'oppression dont ils sont victimes également, on ne pourra pas changer les choses. Claire Berest, justement à propos de conditions, de statut social, on retrouve ça chez votre personnage Étienne, qui dès l'ouverture du livre, on le voit attablé dans un café, il est en train de travailler à son grand projet. Il a un grand projet ça revient tout le temps, et on a le sentiment que
il s'est mis une espèce de barre, un objectif pour devenir quelqu'un, comme on dit. Et on va sentir au fur et à mesure qu'on avance dans votre histoire toutes les petites vexations, frustrations qu'il va subir. Et on sent bien que ça touche un nerf qui devient de plus en plus fin. On sent qu'à un moment, il va y avoir rupture. Est-ce qu'il y avait aussi pour vous cette idée de montrer, sans le dédouaner, mais en même temps d'ajouter le fait qu'il y a une forme de pression sociale, de réussite, peut-être plus forte chez les hommes? Alors effectivement, pour construire le personnage d'Étienne le Chevalier, en me basant sur les recherches que j'avais faites, en compulsant un certain nombre de cas d'hommes réels qui avaient basculé, j'ai essayé de voir ce qui pouvait rebondir d'un cas à l'autre, non pas comme une explication, mais comme voilà, des motifs qui revenaient, qui pouvaient donner en tout cas un début de fil. Et une des choses qui est très nette, c'est que ces hommes, encore une fois sans antécédents de violence, qui passent à l'acte, on peut noter dans les jours, semaines ou mois qui précèdent un certain nombre d'éléments dans leur vie qui sont en dehors de leur sphère amoureuse, qui ont été comme des pétards de mise sous pression. Et on le remarque systématiquement, ça va être très souvent dans la sphère professionnelle, une forme de des humiliations, perte de salaire, perte de travail. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans le cas d'Étienne le Chevalier, qui est quelqu'un qui met beaucoup de passion dans son métier, il est correcteur, il l'a toujours été, et il était un des derniers de sa profession à être salarié d'une maison d'édition, quand c'est plutôt un travail qu'on dit donc travailleur indépendant, freelance aujourd'hui. Et quelques mois plus tôt, sa petite maison qui a été rachetée par un gros groupe a passé Étienne le Chevalier d'un temps complet à un temps partiel. C'est des petites choses comme ça, parce qu'évidemment, quand on regarde la tragédie, on ne peut pas dire mais ce n'est que pour cela, ce sont des anecdotes, mais il faut comme un petit poussé essayer de voir tous les cailloux qui ont à un moment donné permis une éruption incompréhensible. Donc il y a souvent effectivement des problèmes financiers. Il peut y avoir aussi des problèmes dans le champ amical, familial. Et c'est vrai que beaucoup de ces soucis s'agrègent, pour le dire vite, dans l'idée d'humiliation. Et je vais en venir à votre question. Est-ce qu'il y a une pression plus forte pour les hommes ? Cela me rappelle une formule toute simple, mais que j'avais lue dans un livre passionnant d'une journaliste qui s'appelle Elise Costa, qui avait sorti, alors là le nom m'échappe, un livre qui n'est pas un roman, où elle rassemblait toutes ses expériences en tant que chroniqueuse judiciaire de tous les procès qu'elle avait suivis, pour lesquels elle faisait des chroniques dans les journaux, et en essayant de réfléchir à ce que ça lui faisait de côtoyer vraiment l'obscurité en permanence. Un livre passionnant, il y a le mot nuit dedans, mais là le titre m'échappe, et à un moment donné elle dit finalement, forte de toute cette expérience, de tous ces procès qu'elle a vus, dit très souvent les crimes d'amour sont des crimes d'amour propre. Et alors évidemment, les terminologies sont importantes. On sait qu'aujourd'hui, il serait hors de question d'utiliser encore des termes comme crime passionnel ou crime d'amour, mais il faut savoir qu'ils ont été très très longtemps utilisés. Donc c'est intéressant de s'emparer de cette histoire-là. Et cette petite bascule qu'elle fait, est-ce que c'est pas avant tout des histoires d'amour propre? Et en une formule, c'est vrai qu'elle ramasse un sentiment qu'on ne peut que avoir quand on se documente sur ces sujets-là, parce que très souvent le vacillement, la mise sous pression jusqu'à l'explosion provient de ce qu'on peut de ce qu'on peut voir de l'extérieur comme une phrase, un mot, une situation, comme si c'était la goutte d'eau qui faisait déborder un vase. Donc il faut regarder quel était le vase, comment il a été rempli avant. Et je m'inscris tout à fait dans ce que disait Dalia de la Cerda. Il faut s'intéresser aux histoires de ces hommes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en charge, évidemment, en premier lieu les victimes, mais pour endiguer un mal, quel qu'il soit, si on n'observe pas, sans jugement moral, quels sont les tenants et les aboutissants des situations, on passe à côté de tout, de l'essentiel, et donc peut-être aussi on passe à côté du fait de pouvoir endiguer ces problèmes-là. Et alors, effectivement,
encore une fois, on ne pourrait pas y répondre. Est-ce qu'il y a une pression plus forte? Je pense que chacun intimement, on a eu 1000 situations où on se rendait compte que l'ego masculin peut être blessé dans des situations professionnelles, amicales, sentimentales, dans des violences extrêmes, dans des situations où on pourrait avoir le sentiment qu'une femme serait plus à même de gérer le tremblement de terre. Encore une fois, on part d'intuition, on ne peut pas, ceci n'est pas scientifique, mais il y a peut-être un diktat à être un homme, à être celui qui est en charge, à être celui qui fournit, à être celui qui abrite, à être celui qui est en gestion, à méditer pour nos enfants garçons, bien sûr, qui est peut-être un diktat problématique, car dans l'égalité qui est la nôtre entre hommes et femmes, nous sommes tous soumis à des pressions qui peuvent nous faire vaciller, évidemment. Ça voudrait dire que les femmes sont, depuis la nuit des temps, un peu plus habituées à composer avec toutes ces petites émulations du quotidien. C'est un petit peu triste comme constat, mais en même temps, c'est ce que j'entends en filigrane dans ce que vous me dites. Non, mais je ne m'aventurerai pas parce que, dans une phrase comme celle-là, parce que je me garderai bien de dire les hommes sont ainsi et les femmes sont ainsi. Parce que, et surtout, je pense, quand on essaye d'être romancier, ce qui est mon cas, on passe son temps à composer avec des palettes de nuances de nos personnages qui sont inspirés des gens autour de nous, des personnes réelles, qui nous gardent bien, et c'est presque le cœur, je crois, de notre métier, qui nous garde bien d'enfermer, on dirait essentialiser aujourd'hui, d'enfermer les gens dans une manière d'être, que ce soit les hommes ou les femmes. Simplement, c'est vrai que nos 2 livres posent la question de ce... voilà, peut-être du diktat d'être un homme, et qui pourrait être un fil explicatif, et encore une fois avec des guillemets, de ces homicides conjugaux, de ces féminicides qui, simplement par les statistiques, nous alertent, puisqu'ils sont beaucoup plus fréquents d'un côté que de l'autre. C'est à nous de nous poser la question de notre manière d'éduquer les hommes dans ce que ça a de négatif pour leurs petits camarades qui sont les femmes, mais dans ce que ça a de négatif aussi pour la pression qui leur est mise. Dalia de la Cerda, moi, il y a une chose qui m'interpelle dans les femmes qui composent votre livre, c'est qu'il y en a qui sont des victimes, mais il y en a aussi qui sont génératrices de violence. Et je me demandais si, et c'est un constat un peu désespérant s'il est réel, je me demandais s'il n'y a pas au bout d'un moment une forme d'assimilation des codes de domination et de violence chez les femmes qui ferait que, au lieu de réussir à calmer le jeu chez les hommes, au contraire, cette violence contaminerait d'une certaine manière les femmes qui deviendraient à leur tour violentes. En tout cas, il y a des personnages comme ça dans votre livre. Bueno, yo creo que los seres humanos en general somos violentos o somos propensos a la violencia o de pronto resolvemos las cosas de forma violenta o incluso nos gustan, ¿no? Por ejemplo, pues en las cuevas, las pinturas rupestres que se encontraron son de personas cazando un mamut, o sea, pudieron haber pintado personas abrazadas, por decir tú, pero decidieron dibujar cazando un mamut. Bon, je crois que la violence est innée à l'être humain. Et par exemple, si on pense aux grottes, depuis la nuit des temps, il y a la violence et des assassinats aussi, la violence, oui, représentée. Y no creo que sea algo exclusivo de los hombres o de las mujeres, o que las mujeres emulemos a los hombres, sino que tenemos formas distintas de ejercer la violencia. Por ejemplo, en las mujeres es más común ejercerla hacia las hijas e hijos de diversas formas. Je pense que les hommes et femmes, on est capable d'utiliser la violence, mais par contre, les femmes, peut-être ça va être plus envers les femmes et les filles. La mayoría de mis amigas que son madres me han confesado en alguna u otra ocasión que cuando se sienten muy cansadas de la maternidad, muy abrumadas de la vida, están enojadas, pues llegan a desquitarse sin querer con sus hijas e hijos. A veces
violencia física y a veces solamente les gritan o son pasivo-agresivas. Entonces, pues creo que la violencia forma parte de los seres humanos y al escribir de mujeres, pues tenía que poner esa parte también que tenemos de seres humanos. La plupart de mes amies qui sont mères m'ont avoué qu'à certains moments d'épuisement, elles peuvent exercer la violence verbale ou physique. Donc je pense que c'est pas propre aux femmes ou aux hommes. Qu'est-ce qui fait alors la spécificité du féminicide et en quoi le féminicide est un mot important puisque de part et d'autre la violence est possible, de part et d'autre il peut y avoir meurtre, crime ou violence. Pourquoi le féminicide en particulier est un cas particulier justement? Bueno, a mí me interesaba en ese momento los crímenes de mujeres en México que tenían también el factor de la misoginia, que no solo era, porque en este momento ya creo que no todo asesinato de una mujer es un feminicidio. Si vas caminando por la calle y te asaltan y te matan en ese asalto, igual hubieran matado a un hombre, ¿no? O sea, no hay como una diferenciación. Au départ, j'étais intéressée par ces crimes où il y avait de la misogynie, mais maintenant, si une femme est assassinée dans la rue pour la voler parce qu'on voulait la voler, c'est pas de la misogynie. Y pues en ese momento específico me interesaba porque en mi familia había ocurrido un feminicidio y muchos artistas pues escribimos desde el trauma. Y en ese momento era pues la situación traumática que había pasado en mi familia. Pero hoy yo no escribiría de feminicidio. À ce moment-là, moi, je voulais écrire sur une situation traumatique. Les artistes, on écrit à partir de notre trauma, parfois. Et c'était à partir de cette situation, ce féminicide qui a eu lieu dans ma famille. Mais aujourd'hui, je pense que je n'écrirai pas comme ça. Y pues tanto por razones políticas, porque mis posturas políticas han cambiado con el tiempo. Ya tengo una postura, sigo nombrándole feminicidio porque es importante para las víctimas que se nombre así, pero yo tengo pues posturas políticas mucho más matizadas. Mes positionnements politiques maintenant, ils sont beaucoup plus nuancés. Je continue de parler de féminicide par rapport aux personnes qui viennent m'en parler. Pero también por salud mental, porque escribir de muertes violentas de mujeres en México es muy duro emocionalmente, sobre todo por los niveles de impunidad. Et à ce moment-là aussi, et c'est aussi également pour des questions de santé mentale, parce qu'écrire sur le féminicide au Mexique, c'est difficile, surtout parce qu'il y a de l'impunité derrière. Oui, c'était ma prochaine question. Quelle est la situation aujourd'hui au Mexique? Parce que quand on vous lit, on voit qu'il y en a. Vous parlez de 7 féminicides par jour, c'est absolument énorme, et vous parlez de 98% de meurtres impunis. C'était le cas en tout cas quand vous avez écrit ce livre. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et pourquoi une telle impunité, hein? Comment vous l'expliquez? Bueno, creo que cuando se habla de 7 feminicidios al día, se engloban los asesinatos de mujeres en general. Muchos de estos crímenes pueden o no ser feminicidio, según la definición de feminicidio, que es un crimen por razones de misoginia. Lo que sí es que entre 7 y 11 mujeres son asesinadas al día en México, pero muchas de ellas son asesinadas, por ejemplo, en asaltos, muchas son asesinadas en enfrentamientos con la policía, en ejecuciones que no podría decirse de forma estricta que sean un feminicidio. Y pues sucede porque México es un país violento, si te digo, o sea, hay que tratarlos diferente. Los feminicidios sí, porque en todos lugares del mundo ocurren crímenes hacia las mujeres por misoginia, pero que sean 11 mujeres asesinadas es porque México es un país violento. Si te digo cuántos hombres son asesinados al día, pues unos 200 más o menos, ¿no? Oui, si on pense aux chiffres 7 par jour, ça peut paraître beaucoup comme 11 par jour, mais là, on mélange également féminicide et les crimes suite à un vol, un cambriolage ou de femmes exécutées. Il n'y a pas toujours de la misogynie derrière. Si on parle de crimes envers les hommes, je veux te dire 200 hommes par jour peut-être aussi.
parce que le Mexique, c'est un pays violent. Y creo que los niveles de impunidad es porque en México pues hay mucha corrupción y no solamente hay impunidad en el tema de los feminicidios, hay impunidad en general. Entonces, si ahorita a ti te roban tu casa y vas y levantas una denuncia, no tiene ningún sentido, o sea, la impunidad es en general. L'impunité généralisée dans la société mexicaine, ça ne concerne pas que les féminicides. Si vous êtes cambriolé chez vous, ça sera pareil, ça ne servira à rien. Claire Berest, vous parliez, enfin plutôt, Dalia parlait de ses visites en prison, elle a rencontré des hommes, et vous disiez que vous avez lu des comptes rendus de commissariat, je ne sais plus comment ça s'appelle, pardon. Qu'est-ce que vous avez constaté en lisant les témoignages de ces hommes qui ont commis des crimes ou des violences? Qu'est-ce qui vous a interpellé le plus? Au point d'ailleurs que, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous avez écrit ce livre, vous vous êtes mis du point de vue de l'homme pour raconter cette histoire. Oui, quand j'étais en train de construire, de composer ce livre à venir, j'ai hésité, j'ai tâtonné sur le point de vue. Et le point de vue, c'est absolument fondamental quand on s'aventure dans un nouveau roman. Vous changez de point de vue et vous ne ferez pas le même livre. Réellement, c'est une des questions les plus complexes. De quel endroit je me situe pour parler de cela? Et j'ai tâtonné, j'ai essayé plusieurs choses. Troisième personne, première personne, tout ça, c'est le point de vue. Hein. Et je pensais peut-être m'aventurer dans la tête de Vive tout autant que dans celle d'Étienne Le Chevalier pour aller au plus près de ce moment de bascule. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'une forme de radicalité littéraire, encore une fois, de n'être que dans la tête de cet homme-là. Ce qui induit que sa femme, nous l'apercevons, nous, lecteurs ou auteurs, uniquement par le regard d'Étienne. Donc elle est un objet par la force des choses. Si on appréhende quelqu'un ou le récit de quelqu'un uniquement de l'extérieur, nous n'avons pas forcément accès à la vérité de cette personne. Et ça m'intéressait, puisque j'essayais de comprendre, en tout cas d'approcher ce moment de bascule et qui est propre à Étienne. Pour faire cela, j'ai décidé du coup de composer le livre avec une sorte d'avant et d'après en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le rappeliez, le tout début du roman, on sait à la première page, on est lundi, c'est une semaine qui commence de façon assez classique, somme toute classique pour Étienne Le Chevalier. Tout est sur des rails, c'est un homme méticuleux, il aime bien que ce soit sur des rails. Et il ne sait pas que dans la nuit de jeudi à vendredi, il va tuer sa femme. Donc on est vraiment dans ces quelques jours avant et on va le suivre jour par jour jusqu'à ce moment-là. En parallèle, on va suivre aussi les 48 heures après, quand Étienne Le Chevalier est en garde à vue avec les forces de l'ordre et qu'ils font ensemble les premières auditions tout de suite après l'homicide. Et je voulais, comme en attaquant par la face nord et la face sud, encercler, même étrangler, si je puis dire, Étienne, pour essayer d'approcher. Mais alors ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé? En essayant de collecter le maximum d'informations sur l'état d'âme de cet homme pour approcher ce moment, parce que précisément, il ne s'en souvient pas. En tout cas, c'est ce qui semble transparaître des auditions. Il va être d'abord dans le déni, il est confus, il est perdu, et pour ce faire, je me suis inspirée de vrais PV d'audition. J'ai eu accès à des dossiers judiciaires d'hommes qui avaient commis des homicides conjugaux, et j'ai essayé d'être très attentive. Alors bien sûr, et la question est posée, est-ce que c'est un mensonge? Est-ce qu'on essaye d'échapper à son crime? Est-ce qu'on dit mais non, c'est pas moi, j'étais pas là? En tout cas, les 48 heures de garde à vue que l'on va suivre avec Étienne est une forme d'accouchement, si je puis dire, une forme de maïeutique. En fait, c'est la mise en route d'un récit, tout comme un livre. Ce qui se passe dans l'audition d'Étienne, c'est le début de construction d'un récit qu'il va falloir, lui, qu'il s'approprie. Un récit est forcément fictionnalisé, que ce soit dans un roman ou que ce soit un homme qui essaye de raconter ce qui lui est arrivé, ou une femme. Dès qu'on essaye de faire un récit, de construire a posteriori, il y a forcément de la subjectivité, on ne sait pas où est le réel. Et ça m'a frappé des PV d'audition que j'ai pu consulter, à quel point, d'une certaine manière, les policiers, à ce moment-là, tentent
de faire cette chose qui est une forme de réparation. Quand le pire est commis, qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est de construire le récit dessus, pour tenter d'éclairer, pour tenter de mettre du sens sur précisément un vide de sens, un vide de la pensée. Et les experts, on va dire psychiatres, criminologues, psychologues, qui s'intéressent à ces questions-là, et encore une fois, je pense à Daniel Zaguri, qui a écrit La barbarie des hommes ordinaires, le titre est parlant, observe dans un certain nombre de cas et de manière répétitive que ce premier réflexe de dire non, je ne sais pas, c'est pas moi, ah bon, elle est morte, n'est pas forcément une tentative d'échapper à ses actes et à sa responsabilité, mais est bien souvent un premier réel état de sidération, parce que ce qui s'est joué dans le moment de la bascule est un tel choc que très souvent, les hommes ne s'en souviennent pas, ou de manière extrêmement parcellaire, et qu'il va falloir faire ressortir ce moment-là. En fait, on assiste, et je terminerai par là, on assiste dans ces moments-là à ce que les anglo-saxons appellent l'overkill, très souvent chez des gens qui n'ont aucun antécédent de violence, c'est-à-dire overkill, une surtuerie. On n'a pas de terme équivalent en français, ça veut dire un déchaînement de violence paroxystique. Dans le cas d'Étienne, 37 coups de couteau, et encore j'ai été soft par rapport à des dossiers où j'ai lu où c'est vraiment 128, 152, et ces hommes très souvent disent « oui, j'ai donné un coup », ils ne se souviennent que d'un coup. Ça veut dire qu'en fait, ce déchaînement, cette répétition qui n'est plus de tuer l'autre, parce que si vous voulez, 1, 2, 3 coups, c'est fini, qui est l'anéantissement de l'autre, une manière d'anéantir, d'effacer ce qui est en face de nous, et quelque chose qu'on retrouve très communément dans ces bascules d'homicides conjugaux. Et j'essayais de respecter, encore une fois, sans jugement moral, d'essayer d'aller dans ce moment d'overkill, dans ce moment d'anéantissement, et ce moment aussi d'anéantissement du souvenir et de la raison. En vous écoutant, je me dis que cet anéantissement, c'est presque une volonté de... C'est une distorsion du réel, en fait. C'est une manière de faire disparaître un pan de sa propre histoire. Tout le paradoxe est que très souvent ces hommes, et il me semble que Dalia le disait tout à l'heure, vont dire après, mais c'était la femme de ma vie, c'est l'amour de ma vie. Et ils sont très malheureux d'avoir perdu l'amour de leur vie. Et donc, on se retrouve face à ce paradoxe. Qu'est-ce qui s'est produit pour anéantir, effacer ce qui semble être le plus cher? C'est au cœur de ce paradoxe, tout comme la formulation crime d'amour qui était utilisée avant, ou crime passionnel, est un paradoxe en soi. On ne peut pas faire un crime qui est passionnel, en fait, c'est un oxymore. Comme le terme de culture de viol, c'est intéressant, qui est un terme qu'on utilise beaucoup en ce moment et qui est très intéressant. C'est comme si on essayait de résoudre par des oxymores ce qui échappe à notre raison. Donc on va parler de culture du viol. Or, le viol ne peut pas être une culture. Mais je pense que ces expressions sont importantes parce qu'elles pointent le doigt sur vraiment des ambiguïtés, des impossibilités. Et Étienne Le Chevalier se retrouve dans cette impossibilité, et toute cette partie en parallèle d'audition avec les forces de l'ordre est pour moi une tentative par le langage, par le discours, de se réapproprier, de commencer le récit pour Étienne Le Chevalier, mais aussi pour nous qui assistons à cela. Dalia, Claire parle de récit, de verbaliser, et je me demandais, de votre point de vue, quel rôle peut jouer la littérature dans cette réflexion, au-delà de la possibilité d'un exutoire pour celui qui écrit? Qu'est-ce que ça peut apporter à la réflexion, peut-être un travail d'empathie ou de se mettre à la place d'eux, comme le fait par exemple Claire avec son personnage? Quelle est la démarche littéraire quand on s'attaque à des sujets comme celui-là? Bueno, yo solo quería escribir historias con estas temáticas inicialmente. No tenía como una idea mucho más profunda o filosófica. Solo quería contar historias que hablaran de cómo sobreviven las mujeres en México a la violencia,
cómo ejercen violencia las mujeres en México y cómo son asesinadas en crímenes violentos. Moi, je voulais seulement écrire des histoires, je n'avais pas des idées philosophiques ou autres. Je voulais justement seulement comprendre comment les femmes survivaient au Mexique et comment elles exerçaient de la violence au Mexique. Quería sí que fueran historias donde las personas, en lugar de juzgar a las protagonistas, dijeran, yo no hubiera hecho lo mismo que tú, pero te entiendo. Moi, je voulais que les personnes se disent, qu'elles ne jugent pas le personnage, qu'elles ne se disent pas j'aurais pas fait comme toi. Je voulais qu'elles disent je te comprends. Y por supuesto que hubiera una muy amplia diversidad de mujeres de todos los contextos sociales, que fueran mujeres sobre todo priorizando a las mujeres que viven en los márgenes, pero nunca me imaginé las reflexiones y las discusiones que iba a generar el libro. Moi, je voulais imaginer des femmes, surtout celles qui sont aux marges de la société, mais toute une grande variété des femmes. Mais j'ai jamais imaginé tous ces débats ou tout ce que ça allait créer par la suite. En México fue publicado en 2022 y creo que ha sido uno de los libros más comentados de la literatura reciente en el país. La mitad de la gente lo ama, la otra mitad lo odia, ha recibido igual de críticas que halagos y ha sido muy abrumador para mí. Donc ça a été un peu, au Mexique, ça a été publié en 2022 et ça, il y a la moitié des gens aiment beaucoup le livre, l'autre moitié le déteste. Ça a été assez accablant pour moi parce que je pense que c'est un des romans récents les plus lus. No ha habido ocasiones en las que me han hecho trending topic en Twitter, por ejemplo, por el libro y que yo no entiendo cómo un libro puede generar tantas conversaciones, tantos odios, tanta gente tomándoselo tan en serio, pero creo que lo que más me impactó fue la cantidad de mujeres que se sintieron identificadas. Je suis devenue un peu tendance sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas pourquoi les gens ils s'acharnent parfois sur le livre ou ça génère des commentaires un peu extrêmes. Mais ce que j'ai surtout reçu, c'est des commentaires des femmes qui se sentent identifiées à mes histoires. Creo que eso ha sido para mí lo más trascendental del libro, de ver cómo la literatura puedes tejer puentes con otras personas y cómo puedes establecer comunidad y diálogo con otras personas y ver toda la cantidad de mujeres o que se sienten espejeadas por los personajes o que se sienten pues sí confrontadas por los personajes, pero ver a las lectoras tan entusiasmadas por el libro sí creo que ha sido de lo más satisfactorio que me ha dejado. Ce qui a été le plus satisfaisant pour moi, c'est de voir toutes ces femmes enthousiastes par rapport au livre qui m'ont raconté leur récit. C'est le plus positif. Oui, j'ai découvert aussi qu'il y a des femmes qui se sentaient confrontées à ces histoires-là ou identifiées à ces histoires. Claire, vous aviez une question. Je vous laisse la poser. Non, je réagissais au fait qu'elle disait la moitié aime le livre, l'autre moitié déteste le livre. Et donc, tout simplement, je disais, mais pourquoi ils détestent le livre? Enfin, quel est le... Oui, qu'est-ce qui les ébranle? Qu'est-ce qui provoque ce rejet-là? La gente que lo odia dice que es como no es literatura, o sea que el libro no es literatura, que es pornomiseria, que esas historias debieron quedarse en la nota roja y no ser literatura, que no tiene técnica, que le faltan metáforas, que cómo me atreví a rescatar el lenguaje de los barrios populares de México. En general, es eso. Les gens qui détestent le livre disent que c'est pas de la littérature, que c'est de la porno-misère, qu'il n'y a pas de métaphore. Comment est-ce que j'ai osé utiliser ce langage-là pour ce livre? Bon, Claire et moi, on n'est pas d'accord. Une question similaire, Claire, par rapport à la question de la littérature. Est-ce que vous pensez que la littérature, dans ce qu'on peut qualifier de combat, même si je n'aime pas trop ce genre d'expression, mais de combat contre plutôt les féminicides, est-ce que vous pensez que la littérature, la fiction plus précisément, a un rôle à jouer dans l'éveil des consciences, dans les imaginaires, même si vous n'y pensez pas en écrivant, ça vous allez me le dire, mais est-ce que vous pensez que ça a un rôle à jouer?
C'est toujours très difficile de définir la littérature, et on vient d'en parler avec les réactions étranges des lecteurs avec le roman de Dalia. Je dirais cette chose simplement, et je l'ai évoqué tout à l'heure, qui me vient d'ailleurs d'une phrase que j'avais lue dans le livre Passion simple d'Annie Ernaux, où quand elle parlait de ce livre qu'elle entreprenait d'écrire, qui parle beaucoup d'une passion amoureuse entre un homme et une femme, elle disait, en substance, parce que j'ai une mémoire qui n'est pas très bonne, mais en substance, elle disait, je voulais tendre d'aller à cet endroit, alors elle parle de décrire un rapport sexuel, d'aller à cet endroit de stupeur et d'angoisse, un endroit avec une suspension de tout jugement moral, qui est quelque chose qui m'a beaucoup frappée quand je préparais ce roman, et j'avais relu Passion simple à ce moment-là, qui est un livre que je trouve très très important d'Annie Ernaux. Peut-être qu'il y a quelque chose d'aussi simple que la littérature permet la suspension du jugement moral. La littérature n'est pas un essai, la littérature n'est pas un article de journal, la littérature n'est pas le compte-rendu d'un procureur, la littérature est avant tout un récit, une histoire, une narration qui nous oblige tous, celui qui écrit, les personnages et ceux qui la lisent. Et par ce biais, simplement, pour répondre à votre question, peut-être qu'elle permet d'approcher, en ce qui concerne tout type de sujet, évidemment, permet d'approcher par le biais de l'histoire, par le biais de la fiction, peut-être une réalité, une justesse qui reste plus opaque quand on est dans d'autres types de récits. Par ailleurs, la littérature, ça va être cet entrelac de la forme et du fond, du style et du sujet. Et là, on pourrait être tout un autre débat que celui qui nous occupe. Mais en tout cas, la littérature permet, nous oblige et doit prendre tout en charge, mais sans que ce soit la finalité première. On n'est pas là pour donner des dictates de pensée. Au contraire, on est là pour ensemble embrasser des sujets qui nous arrêtent. En tout cas, je ne saurais trop vous recommander de lire le livre d'abord de Dalia de la Cerda, Chienne de garde, c'est publié aux excellentes éditions du Sous-sol. Et moi, je fais partie de la bonne moitié qui a trouvé ce livre absolument formidable. Claire Berest également, un livre absolument passionnant, L'épaisseur d'un cheveu aux éditions Albin Michel. Un grand merci à vous deux et merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi, j'aimerais tout simplement, en notre nom à toutes et à tous, vous remercier, Claire et Dalia, d'avoir lancé la première rencontre de cette 11e édition du Festival America. Bravo à Marie-Madeleine pour avoir mené cette conversation. Bravo, madame, pour votre interprétariat formidable. Et je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Merci à vous.